Je suis Elodie, psychologue, et au travers de mes accompagnements Take It Zen, j'accompagne les femmes à sortir du stress, de l'anxiété et de la peur du regard des autres. Dans ce podcast, on part à la découverte des clés qui aident à vivre une vie plus zen au quotidien. Salut, bienvenue sur ce 4e épisode de Take It Zen. Je suis ravie de vous présenter le parcours de Pauline, qui malgré un caractère bien trempé, s'est retrouvée bloquée chez elle il y a quelques années, paralysée par l'anxiété. Vous allez découvrir comment cela a pu s'installer, se développer et comment elle a trouvé les clés pour s'en sortir et mener aujourd'hui une vie bien plus alignée à ses envies et à ses besoins. Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous réservez chaque semaine aux épisodes de ce podcast. Recevoir vos retours, vos réflexions et vos prises de conscience grâce à ces échanges me booste énormément. Alors n'hésitez pas à liker, commenter et poser 5 étoiles si mon travail vous plaît. Très belle écoute à tous et à très vite. Bonjour Pauline et bienvenue sur le podcast Take It Zen. Salut Elodie. Bon, pour la petite anecdote, Pauline, vous découvrirez sa personnalité tout au long de cet épisode, mais c'est celle qui m'a dit, en quelque sorte, arrête de tergiverser, prends un micro, enregistre et commence ce podcast. Et vas-y. Vas-y, lance-toi. Et donc, elle n'y est pas pour rien dans le déclic de ce podcast. Donc, rien que pour ça, merci. Merci à toi, du coup. Échange de bons procédés. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots avant de démarrer? Ouais. Alors, je m'appelle Pauline. Je vais avoir 35 ans cette année. C'est un grand cap dans la vie d'une femme, je crois, les 35 ans. Je suis entrepreneur dans le domaine du digital, au sens large, depuis une douzaine d'années. Ouais, à peu près. J'ai une petite fille de 8 ans et voilà, et à titre personnel, je m'intéresse beaucoup du coup au domaine de la psychologie, du développement personnel, enfin voilà, tout ce qu'on peut mettre en place au quotidien pour avoir une vie un peu plus sympa. Voilà, sans parler de vie plus alignée, juste avoir une vie plus sympa, être plus heureux, plus cool. Et voilà. Après, je suis une grande passionnée de lecture et de podcast aussi. Donc, voilà. On se retrouve là-dessus. C'est ça. Alors, lançons-nous dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire dans quel milieu familial tu as grandi? Oui. Alors, milieu familial, en finale, très standard. Tu vois, rien de foufou. Moi, je viens d'une famille d'ouvriers, de commerçants, tu vois, donc classe sociale très le français moyen, on va dire ça comme ça. Avec, j'ai été l'aînée de la famille jusqu'à mes 7 ans. Donc, j'ai quand même grandi en étant une petite fille assez solitaire au final, entourée de beaucoup d'adultes. T'étais fille unique jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est ça? C'est ça. J'étais fille, oui, fille aînée. Fille unique, fille aînée, ouais, voilà. Donc, j'étais un peu l'enfant unique, tu sais, presque enfant roi pendant 7 ans. D'accord. Et quel type de petite fille tu étais alors? Alors, mes parents, maintenant avec le recul, maintenant que je suis adulte, disent que j'étais super chiante. En réalité, voilà, j'étais à la fois très solitaire parce que comme j'ai grandi en étant la seule enfant de la famille, j'ai très vite appris à m'occuper seule. Je lisais énormément et très tôt, j'ai appris à lire avant qu'on m'apprenne à lire à l'école. Donc, j'étais à la fois dans ce truc très solitaire avec beaucoup d'imagination. Je jouais beaucoup à la Barbie et compagnie. Je m'inventais des histoires, tout ce que tu veux. Et d'un autre côté, pendant toute mon enfance, en fait, toute ma période de maternelle, primaire, tu vois, je faisais partie des cool kids, comme on dit, quoi. C'est-à-dire que j'avais les copains, j'avais les copines, j'avais la vie sociable d'une enfant très, très cool. Et en parallèle de ça, par contre, c'est vrai qu'à la maison, je portais déjà beaucoup de responsabilités, en fait. J'ai grandi donc avec une maman qu'on pensait dépressive, avec des hauts, des bas. Et en réalité, il s'est avéré sur le très tard, elle a été diagnostiquée quand moi, j'avais déjà quitté le domicile de mes parents. Il s'est avéré que ma mère, en fait, avait un trouble bipolaire depuis 20 ans qui n'était pas soigné. Voilà. Donc, j'ai grandi dans un contexte de petite fille solitaire mais sociable, avec beaucoup d'imagination et une maman à la maison qui, malheureusement, ne tenait pas vraiment son rôle de maman sécurisante avec tout ce que ça peut laisser entendre pour une gamine de mon âge à l'époque.
Oui, ce qui, tu me disais, a pu provoquer des premiers signes d'anxiété, mais que finalement, tu as camouflé parce qu'il fallait être responsable aussi par moment à la maison. Ouais, et puis c'était même pas juste mon anxiété, c'est que du coup, j'ai grandi dans un schéma où par juste, tu vois, par effet de miroir, l'anxiété, j'y étais soumise tous les jours. C'était l'anxiété de maman. Maman était anxieuse pour telle ou telle raison. Et du coup, j'ai déjà grandi avec ce pattern, en fait, de on peut être anxieux au quotidien. Et forcément, ça se répercutait sur moi parce que moi, je devais ne pas être anxieuse parce que sinon, maman n'allait pas aller bien, en fait, pour pas lui en rajouter une couche, si Hmm. tu veux. Et j'avais quand même très vite eu ce truc. Alors, je sais pas si c'était en réaction ou parce qu'il y a une part de génétique, tu vois, j'en sais rien. Alors, moi, je suis pas bipolaire. Voilà, il y a pas. Voilà, c'est une question que je me suis longtemps posée et à laquelle j'ai adressé la question au corps médical. On m'a dit que non, j'avais aucun signe de bipolarité. Je pense que c'est important aussi de le dire parce que ça pourrait être ça, mais en fait, non. Et du coup, ouais, j'avais quand même très tôt eu ces petits trucs d'enfant un peu anxieuse, en fait. C'est-à-dire, voilà, les contrôles à l'école, ça pouvait me stresser. En grandissant, c'était l'école qui me stressait. Donc, à l'adolescence, j'ai développé une phobie scolaire, en fait. Hein. Je ne voulais plus aller à l'école, tout simplement. De toute façon, je m'y ennuyais profondément. Donc, ça n'aidait pas. Voilà. Après, voilà. Et puis, il y a eu, si tu veux, tout un parcours au fil des années qui ont aussi alerté un peu le corps scolaire. Où on s'est dit, mais attends, comment ça se fait, cette nana, enfin, cette gamine, donc c'est au collège, hein. Elle vient jamais au collège, on la voit un jour sur 5 et elle est quand même première de la classe. Voilà, donc il y a eu des petites alertes. On m'a fait passer avec un psychologue scolaire, du coup, à l'époque, les tests, du coup, alors je sais pas si c'est les tests de Douan, slash, tu t'y connais mieux que moi. Le WISC, Voilà, où on calcule le QI notamment. voilà, donc c'est ça qu'on m'a fait passer quand j'étais en cinquième. Donc j'avais 12 ans à peu près. Et ouais, donc en fait, il y a évidemment, sans grande surprise, il y a un profil au potentiel avec un QI élevé qui expliquait du coup pourquoi, même si j'allais jamais en cours, ça se passait bien quand même. Hmm. Mais voilà, donc du coup, ça a commencé aussi à générer de l'anxiété parce qu'aussi, je ressentais un décalage par rapport aux autres que je ressentais pas forcément enfant. Et j'avais un peu cette impression de, ouais, mais en fait, je suis qui, quoi? Enfin, pourquoi je suis différente et pourquoi maintenant que j'ai grandi, je m'entends moins bien avec les autres et pourquoi moi aller faire des soirées avec les copains et les copines, ça m'intéresse pas en fait. Ouais. Donc, effectivement, sentiment de décalage qui grandit. Complet. Et puis, des premiers aspects, là aussi, du stress et de l'anxiété qui grandissent aussi, finalement, avec C'est les ça. questionnements de l'adolescence. Tu disais, est-ce que il y a un effet miroir ou génétique dans l'anxiété? En fait, on dit que les causes sont multifactorielles, parce qu'on ne sait jamais vraiment exactement d'où ça vient, mais ça peut être effectivement génétique, hein, il y a une notion d'hérédité, mais aussi dans ce qui se transmet au niveau éducationnel. Et puis après, ça peut être des événements de vie, aussi d'autres choses Mm. extérieures à la famille qui favorisent ça, mais voilà, ça peut. Ouais. Disons que ouais, je pense qu'il y avait un espèce de terrain, tu vois, une prédisposition et les choses de la vie, aussi bien ma mère que des déménagements, que ce genre de choses, ont petit à petit, tu vois, enraciné le truc, quoi, et ont transformé la prédisposition en état de fait. Tout à fait. Comment se passe ta scolarité, du coup, après cette révélation, on va dire? Ben, j'ai toujours eu une scolarité, du coup, alors je mets de côté toute la période primaire, hein, où du coup j'étais pareil, j'étais brillante. Pareil, collège, élève brillante malgré qu'elle était jamais là. Lycée, seconde cata, parce que forcément il y a un peu de tout, et moi je suis une vraie littéraire, donc à partir de la situation terminale et tout, ça a roulé. Le bac, ça a roulé sans trop de difficultés. En gros, j'en foutais le moins possible et ça se passait très bien. Et après, voilà, j'ai eu mis un peu de temps à trouver ma voie. Mais voilà, d'un point de vue scolarité, ça s'était bien passé. Et d'un point de vue social, pour te donner une image très claire, tu sais, quand tu es au lycée, tu as toujours le groupe de marginaux dans un lycée. Ils sont 4-5, ils font partie du club théâtre. Ils fument des pétards à la récré et ils s'habillent tout en noir avec les cheveux rouges. Ben voilà, c'était moi et mon groupe de potes à l'époque. Très bien. Donc voilà, sans grande surprise, j'étais du côté des marginaux. Ok. Donc, entourée, pas seule, mais marginale à ce moment-là. Voilà, et avec déjà à ce moment-là, au tout début de ma vie adulte, tu vois, sortir de l'adolescence, fin du lycée, début de la vie étudiante, déjà ce truc je dirais pas à l'époque des crises de panique, parce que je les ai vécues par la suite et je voyais bien, avec le recul, j'ai bien vu qu'il y avait une différence,
Mais à l'époque, déjà, voilà, au tout début de ma vie d'adulte, je commençais déjà à avoir des vraies incursions au départ, je mettais ça sur du stress. Et en fait, non, j'avais déjà des vraies angoisses à l'époque. Oui, tu m'as dit que c'est vers 20 ans que Ouais, l'anxiété commence à réellement se matérialiser. c'est ça. J'ai eu en fait une anxiété mouvante, on va dire ça comme ça, qui se portait selon les périodes sur des sujets bien précis. À mes 20 ans, par exemple, il y a eu une grande période. Donc moi, je suis du sud-ouest de la France et quand j'ai eu du coup 17 ans, je suis venue faire mes études à Toulouse. Et je venais d'un petit village des Pyrénées de 120 habitants. Et donc, je suis passée d'un village de 120 habitants, et je disais quand j'étais gamine, 120 habitants et 500 vaches, à une grande ville étudiante. Et ça a commencé typiquement par un truc très concret. Hein. Pendant toute une période, j'étais incapable d'aller en centre-ville. Je me revois à une fête de la musique, donc un 21 juin, je devais avoir, je sais pas, 20, 21 ans, mes copines qui m'avaient traîné un peu, tiens, on va faire la fête de la musique à Toulouse. Donc, moi, qui n'étais jamais très branchée, grosse sortie, j'avais accepté un peu par pression. Et je me revois en fait dans les rues de Toulouse à essayer de trouver une issue juste pour me barrer de là parce qu'il y a trop de monde et que c'est trop pour moi. Tu vois, trop de monde, trop de sollicitations en plus, tu vois, sensorielles. Je pense que j'ai un truc aussi, alors je sais pas si c'est un neuroatypisme ou si c'est juste mon anxiété qui se matérialise comme ça. Mais moi, trop de bruit, trop de lumière, trop de chaleur, par exemple, c'est des choses sensitives qui peuvent me mettre très, très mal psychologiquement. Voilà. Et ça a commencé, tu vois, les premières incursions, c'était du très ponctuel et j'avais une vingtaine d'années, quoi. Ouais. Mais j'ai jamais consulté. Voilà, pour moi, c'était juste, j'aime pas le monde ou voilà. Donc, quand j'ai eu le permis, j'avais peur de prendre ma voiture, mais c'était c'est normal, tu viens d'avoir le permis. Voilà. C'est ce qu'on retrouve souvent. On verra plus tard que du coup, c'est un trouble d'anxiété généralisé que tu étais en train de vivre et qui se mettait en place. Mais c'est là où il y a la confusion, c'est que finalement, au départ, ça part d'inquiétude du quotidien, donc on se rend pas vraiment compte du bon, c'est un peu excessif, effectivement, mais ça s'explique pas, ou mais c'est ma nature, et je suis comme ça, je suis stressée. Et donc, on se rend pas compte, effectivement, de l'installation du trouble. Ensuite, tu dis que c'est en 2013, à ta grossesse, que là, à nouveau, il y a un step qui passe au niveau de l'anxiété. Ouais. En fait, je suis tombée enceinte, c'était pas prévu, c'était un peu le bébé surprise. Et alors, je sais pas si c'est la pression de devenir mère ou juste les hormones, tu vois, quand tu es enceinte. Mais à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai commencé instinctivement et instantanément à me voir ce truc de merde, je suis enceinte, ça peut mal se passer. Tu vois, suite à la petite période de panique / réjouissance, je vais avoir un bébé, ok. Ça n'a pas été ok, allons-y, lançons-nous dans l'aventure de la grossesse. J'ai tout de suite eu ce truc en moi de putain, merde, là, je suis en train de prendre un risque. Tu vois, ça a de suite été, je suis enceinte, je peux perdre le bébé, je suis enceinte, je vais devoir accoucher. Ça a toujours été un truc qui m'a terrifiée. Je sais pas pourquoi, j'ai dû voir un truc quand j'étais gamine, tu vois, un film ou j'en sais rien. Mais dès que je suis tombée enceinte, il y a eu ce truc de peur instantanée. Et la suite des événements a fait qu'en fait, mes peurs se sont avérées pas validées, mais presque. J'ai fait on appelle ça un décollement du placenta avec un hématome sur le placenta. Bon, truc que je ne saurais pas te dire exactement. Mais en gros, je me suis retrouvée dans le premier trimestre de grossesse à être en risque accru de fausse couche, à me retrouver aux urgences gynéco. Et à ce qu'on me dise, ok, madame, c'est ça passe ou ça casse, en fait. Il y a une chance sur deux. Donc, maintenant, vous vous mettez au repos et vous croisez les doigts, vous serrez les fesses, quoi. Et donc, ce truc m'a aussi confirmé dans le fait que j'avais raison de m'inquiéter puisque je m'inquiète, donc ça arrive. Tu vois, une espèce de prophétie autoréalisatrice presque, en mode, en fait, il faut être angoissé parce que le pire arrive. Tu vois. Donc, j'ai passé la fin de ma grossesse. Du coup, après, j'ai passé le cap de plus de menaces de fausse couche, le bébé là, machin, l'hématome se résorbe, tout ce que tu veux. Mais ensuite, le premier step, c'était, maintenant, il va falloir être sûr que le bébé soit en bonne santé et puis surtout le faire sortir de là, quoi. Chose qui générait aussi chez moi des angoisses. Donc, j'en étais pas encore aux crises d'angoisse. J'en étais juste à une angoisse sourde, constante. Ouais. Voilà. Et ma fille arrive donc en 2014. L'accouchement se passe, si tu veux, comme un premier accouchement. Je pense qu'il y a peu de premiers accouchements parfaits. Et là, on s'apprête à quitter du coup la maternité. Le pédiatre passe. Ah, merde, il y a un souffle au cœur. Voilà. Donc, faut savoir qu'un souffle au cœur, c'est un terme, enfin, c'est pas une maladie, c'est juste un terme qui dit que quand on écoute les bruits cardiaques, il y a un truc qui sonne pas comme ça devrait sonner.
On rentre à la maison et 15 jours plus tard, on est convoqué du coup à une échographie cardiaque avec notre mini bébé, tu vois. Et là, on fait l'échographie cardiaque et on apprend que on va rester là parce que notre fille, elle a des battements qui battent, je crois, à l'époque, c'était à 230 battements par minute sur un bébé au repos. Donc, en gros, pas normal. Voilà. Et donc là, je me dis encore une fois, putain de bordel de merde, je sais pourquoi je suis angoissée parce qu'en fait, le pire m'arrive. Je tombe enceinte en me disant que une couille peut arriver, la couille m'arrive, je manque de faire une fausse couche. Je me dis, ça y est, j'ai pondu mon gamin, je suis à l'abri. Et ben non, parce que mon gamin, enfin ma gamine naît avec une malformation cardiaque. Donc en fait, tu vois, la vie en fait se charge de me rappeler que ouais, les shit happens, comme on dit quoi. Voilà. Et donc s'ensuit un parcours médical de 6 mois à l'hôpital, une intervention pour ma fille. Donc c'est un peu le cercle vicieux, quoi. Les événements de vie viennent confirmer que j'ai raison de m'inquiéter, donc je continue à m'inquiéter et je reste là-dedans. C'est ça. C'est ça. Et du coup, à l'époque, tu te doutes bien que quand tu es jeune maman, que tu es aux prises avec les hormones, déjà de base, tu vois, la redescente hormonale post-accouchement. La maternité de base, c'est déjà pas quelque chose de simple, mais quand en plus tu y ajoutes un parcours avec un enfant qui est à l'hôpital une fois par semaine en attente d'une grosse opération du cœur, c'est compliqué. Donc je commence à l'époque vraiment à faire mes premières vraies crises d'angoisse au final, où je suis incapable de faire quoi que ce soit, où je dois vraiment mettre une pause dans mon quotidien. Et là, pour le coup, c'est assez simple. L'hôpital nous colle entre les mains d'une psychologue ou d'une psychiatre, je ne sais plus trop, qui a l'habitude de gérer ce genre de cas avec les familles, et on me colle sous Xanax pour passer le cap. Voilà. Okay. Normal. On est sous sourdine les symptômes. Donc, effectivement, voilà. Tu le dis, à ce moment-là, il y a cette anxiété-là qui s'amplifie les crises d'angoisse qui arrivent, mais tu arrives à le mettre en sourdine, c'est le mot, et à fonctionner quand même. J'ai pas le choix. Ouais, t'avances. J'ai pas le choix. J'ai ma fille qui a besoin d'être opérée. Il faut qu'on lui fasse prendre du poids pour pouvoir atteindre, si tu veux, quand on opère un gamin, les cardiologues t'expliquent qu'ils aiment bien que l'enfant fasse 5 kilos parce que 5 kilos, c'est en gros le truc médical qui fait que ce sera moins risqué. Donc, en fait, mon objectif, là, pendant ces 6 mois de vie, c'est « Ok, Pauline, en fait, ton angoisse, t'as pas le choix, tu la gères. Il faut que ta gosse, elle prenne du poids. Il faut qu'elle se fasse opérer. Et toi, on verra après, quoi. » Ok. Oui, je suis au centre plat. Voire 3e, 4e. Okay. C'est ça. C'est quelque temps après qu'un événement traumatisant, là, vient déclencher le vrai trouble anxieux. Ouais, c'est ça. En gros, ma fille se fait opérer. Elle va mieux. Elle est tirée d'affaire. Mais je continue pendant 2-3 ans à être quand même hyper angoissée par rapport à elle. Voilà. C'est-à-dire que je la couvre comme, comme du lait sur le feu. Je suis hyper angoissée. Mais toutes mes angoisses se rapportent sur ma fille. Tu vois, c'est elle que je dois protéger. Moi, encore une fois, je suis en... Même moi, quand tu vois, avec le recul, j'essaye de me rappeler qui j'étais entre 2014 et 2017. C'est une espèce de grand flou. Je ne me trouve plus dans le grand tableau, tu vois. C'est-à-dire que je suis là, j'assure mon rôle de mère, mais moi, en tant que femme, amie, tout ce que tu veux, j'ai totalement disparu. En fait, je me suis focus sur ma fille et toute mon énergie, mes pensées sont focus à la maintenir en vie, tu vois. Et en 2017, truc tout con, je subis une intervention médicale et médicalement parlant, ça se passe pas top. Voilà, y a des soucis pendant l'intervention. Et je sors de cette intervention et je pense que là, j'ai fait dans ma tête une espèce de transfert. Ça a été du genre, OK, en fait, ma fille, ça va. Maintenant, je peux être celle à qui il arrive des merdes. Je peux être celle qui meurt, tu vois. Je suis celle qui n'est plus en sécurité. Et à partir de là, c'est le début des emmerdes, si tu veux. Et là, ce qui n'était en fait à l'époque que des petites crises d'angoisse, des crises d'angoisse sous-nettes presque, tu vois, vu après, si on fait une espèce d'échelle, ce qui était des petites crises d'angoisse ponctuelles devient un truc quasi instantanément du jour au lendemain qui devient toute ma vie, en fait. Tu vois, il y a ce truc de tu te lèves un matin, tu vas faire une intervention en mode je suis quelqu'un de stressé, d'angoissé au quotidien, et tu rentres chez toi le soir et tu es dans une espèce d'état de choc parce que tu as eu une espèce de prise de conscience que tu n'étais juste pas en sécurité, quoi. Okay. Voilà. Et avec le recul, je pense juste que ça a été, tu vois, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Oui, c'était sous-jacent et c'est venu faire exploser ça. Ouais. Et donc là, on voit, effectivement, ça fait la différence
entre l'anxiété qui est là, mais qui s'exprime pas complètement en trouble, et le trouble qui, petit à petit, t'handicape complètement au quotidien. C'est ça. C'est que ça a commencé, au final, ça a été hyper rapide. C'est qu'en l'espace d'un mois, j'ai perdu toute autonomie. C'est-à-dire qu'avant ça, je pouvais être angoissée, stressée. Mon quotidien était vraiment celui de Madame Tout-le-Monde. C'est-à-dire que voilà, j'allais au resto avec mes copines, j'allais faire mes courses. J'adorais, tu vois, moi je suis indépendante, donc j'ai une certaine liberté dans mon planning. J'adorais prendre n'importe quand une demi-journée dans ma semaine de taf pour aller me barrer à l'autre bout de Toulouse, faire les boutiques ou aller à la bibliothèque, enfin, tu vois, ou même me balader. J'étais quand même très fonctionnelle. Je me posais pas de questions pour le fait de faire certaines choses du quotidien. Prendre ma voiture, me taper 2 heures sur l'autoroute pour aller voir mes parents, par exemple, c'était pas un problème. Et en l'espace d'un mois, j'ai l'impression que donc, ce que j'ai su être un trouble anxieux après m'a grappillé toute mon autonomie. Je me suis retrouvée du coup à 32 ans à être complètement dépendante de mon cercle très proche. Voilà. Okay. Donc, quand je dis complètement dépendante, c'est aussi bien que j'étais incapable de prendre ma voiture pour aller récupérer ma fille chez la nounou. Aller faire des courses seule, c'était non. Avec mon mec, j'y allais, mais j'étais en crise d'angoisse pendant toute la durée des courses. Même rester seule, en fait, avec ma fille, ou même seule la journée, c'est-à-dire que je me revois à mon bureau en train de travailler et faire une crise de panique, quoi. La vraie crise de panique où tu sais, à plus pouvoir respirer, à trembler, voilà, en mode, mais putain, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Et puis des pensées, tu vois, le cercle de pensées obsessionnelles qui tourne en boucle en mode, putain, mais je vais crever, je suis en train de devenir complètement folle, en fait. Ouais, il y a cet aspect effectivement, il y a quelque chose de pas normal qui arrive et je délire ou je deviens folle. Surtout que on peut le retrouver dans les attaques de panique, cette sensation de devenir fou aussi. C'est ça. Ah, mais complètement. Il y a vraiment ce truc de, en fait, tu as une petite voix, tu sais, au fond de toi. Et ça, je pense que toutes les personnes qui ont fait des attaques de panique vont très bien se le figurer. Il y a cette petite voix au fond de toi qui arrive quand même à te dire, mais non, t'inquiète pas, c'est normal ce que tu vis. Tu l'as déjà fait, t'en es pas mort, ça va bien se passer. Mais cette petite voix, elle représente 5% en fait de ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. Et les 95% restants, il y en a la moitié qui sont sur tes symptômes physiques dans le moment où tu as l'impression de t'étouffer, faire une crise cardiaque ou de plus rien y voir. Et l'autre moitié, c'est juste ton esprit qui est en boucle, en mode warning, warning, ça va pas, quoi. Du coup, là, pour petite parenthèse, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, effectivement, le trouble d'anxiété généralisée, donc on appelle le TAG, ça représente actuellement 4 à 5% de la population. C'est un trouble du coup qui est très répandu parce que c'est beaucoup, 4 à 5%. Et ça va représenter vraiment des inquiétudes, comme on le disait, de tous les jours, mais totalement envahissantes et handicapantes, avec beaucoup de scénarios catastrophes. Et si il se passe ça, si je fais mes courses, et si il se passe ça, si. Et donc, on va avoir ensuite des symptômes associés, évidemment, irritabilité, des troubles du sommeil, des tensions musculaires, etc. Et ce qui va engendrer, du coup, beaucoup de vérifications, une intolérance à l'incertitude. Donc, on veut contrôler, planifier, empêcher les imprévus d'arriver. Souvent, il y a une demande aussi d'être rassuré régulièrement auprès de son entourage, beaucoup. Et puis, on va commencer petit à petit à éviter les situations qui pourraient générer. Donc ça, effectivement, on sait que les évitements, tout ce qui est contrôle, vérification, tout ce qu'on met en place, en fait, pour avoir la sensation de diminuer l'anxiété, va en fait installer le trouble. Et toi, il y a aussi l'agoraphobie qui vient, s'additionner, qui est là... la peur de ne pas être secouru quand on est dans C'est ça. En fait, pour moi, c'était vraiment, si tu veux, d'un côté, j'avais le trouble anxieux généralisé et de l'autre, là où ça se répercutait le plus, c'était le fait de sortir de chez moi. C'est-à-dire que j'ai eu cette période, en fait, de je suis toute seule à la maison, ça va pas, ça va pas. Voilà, j'ai quand même pas traîné, hein, j'allais pas rester comme ça, si tu veux. Je suis allée voir mon médecin, j'ai repris du Xanax, ça s'est calmé, tu vois. Voilà, le Xanax, en fait, voilà, faut pas non plus hésiter à en prendre, en fait. C'est aussi ça que je voulais dire, c'est que pour moi, qui ai vécu avec une maman, si tu veux, qui prend des médocs depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, je m'étais toujours dit, non, mais les médocs, moi, jamais. Sauf qu'en fait, quand ça arrive à un point où tu dors plus, tu penses à rien d'autre, tu fonctionnes plus, les médocs, tu te tais, tu les prends et tu dis merci, quoi.
Voilà, c'est pas parce que tu prends du Xanax ou n'importe quel autre benzo pendant 12 semaines de ta vie, ou même 2 ans, j'en sais rien, que t'es une merde ou que c'est un échec. Au contraire, tu vois, c'est plutôt intelligent d'oser dire qu'on a besoin d'aide et de prendre l'aide que représentent les médicaments. C'est une très bonne béquille, en fait, pour te permettre de passer le cap. Voilà. Et donc, en gros, quand ça a commencé, si tu veux, ces troubles, j'ai vite pris une médication, tout ce que tu veux. Ça m'a permis de refonctionner sur le quotidien. C'est-à-dire que je pouvais rester seule dans une pièce. On en était quand même là. Mais ensuite, ça a été cette période vraiment qui a duré au final le plus longtemps, je dirais presque 2 ans, où c'était sortir de chez moi, en fait. Chez moi, c'était devenu ma safe place, tu vois, ça allait à peu près, c'était OK. Tant que je sortais pas de chez moi, il pouvait rien m'arriver. Donc, en gros, j'en suis arrivée dans l'évitement complet. Aller en rendez-vous client, c'est-à-dire me retrouver. C'est à l'époque où je bossais beaucoup avec des TPE, PME locales, donc je pouvais aller les voir, tu vois. Et puis, il n'y avait pas le Covid, donc il y avait ce truc encore très ancré de si on doit avancer sur un sujet, il faut se voir. Donc, aller voir mes clients, me retrouver enfermée, tu vois, entre guillemets, dans une salle de réunion, le cul collé à ma chaise avec 3 personnes, ça déclenchait chez moi des crises de panique, mais terribles. Aller chercher ma fille à l'arrêt de bus qui était en gros au portail de ma résidence, pareil, parce que j'avais ce vrai truc de être enfermée sans possibilité de m'échapper. Tu vois, je devais rester à l'arrêt de bus jusqu'à ce que ma fille arrive, je devais rester le cul en réunion parce que c'est mon job, parce qu'on attend de moi que. Donc j'avais à la fois ce truc d'obligation, d'enfermement, une vraie phobie de l'enfermement en public, tu vois, et surtout ce truc de j'avais peur de faire une crise de panique devant les autres, d'un, que ça se voit, et de deux, que ça devienne totalement incontrôlable et que je perde connaissance. C'était mon grand truc, c'est j'ai peur que ça devienne incontrôlable et de perdre connaissance. Et c'était même pas ne pas être secouru, c'était la honte d'éventuellement voir que je faisais une crise de panique, que je m'évanouissais, alors qu'au final, plot twist, ce n'est strictement jamais arrivé. C'est-à-dire que jamais, voilà, c'est en ça que j'ai été très forte et c'est en ça que je pense aussi que ça m'a pris autant de temps de m'en sortir, c'est que pendant toute cette période qui a duré du coup quasiment 3 ans, très très peu de monde était au courant. Je suis devenue maître dans l'esquive de rendez-vous clients, je suis devenue maître dans l'annulation de resto entre amis, je suis devenue maître dans le fait de « Oh putain, ouais, c'est trop bien que tu passes, papa, ce jour-là à telle heure à la maison, ça tombe bien, j'ai un rendez-vous, je ne sais où, on va y aller ensemble. » Tu vois, j'en suis venue, en fait, j'ai réussi à... C'est en ça aussi, tu vois, que je remercie un peu mon intelligence, tu vois. C'est que j'ai réussi à activer des petits trucs pour toujours m'en sortir à bon compte, dans l'évitement, tu vois. Et du coup, ça se voyait pas. Ça rend très créatif. Totalement. Totalement. Mais c'est hyper important ce que tu dis parce que beaucoup de gens qui vont vivre ça se sentent très seuls, ne comprennent pas ce qui leur arrive, comme tu le disais, peuvent avoir l'impression de devenir fou ou autre, alors que vraiment, c'est quelque chose qu'on connaît et qui est vécu par un certain nombre de personnes, cette peur d'être dans un endroit, de ne pas pouvoir en sortir librement. C'est là aussi où certaines personnes, un café à l'extérieur, ça va aller parce que c'est rapide, ça reste à l'extérieur. Mais manger un plat qui dure longtemps, attendre que le serveur arrive, tout ça, c'est très anxiogène. À l'intérieur, n'en parlons pas. Et puis, les files d'attente aussi peuvent être anxiogènes. Ah, mais complet. Mais même encore aujourd'hui, tu vois, il y a certaines situations, on en parlera après, qui restent pas évidentes pour moi. Tu vois, je veux pas non plus faire croire que tu peux avoir un trouble anxieux. Enfin, j'espère qu'il y en a qui vont s'en sortir avec aucune séquelle. Tu vois, donc là, je mets des guillemets pour ceux qui nous écouteront juste en audio. Je pense que quand un truc comme ça nous arrive, t'en sors, mais t'en sors jamais indemne. C'est comme quand t'as un accident de voiture, que tu te pètes une jambe, ben en fait, toute ta vie, même si t'es médicalement guéri, tu auras toujours des résurgences de douleur par moment. Et je pense que les troubles psy/anxieux fonctionnent aussi un peu du même principe. Tu as toujours des choses qui te mettent mal à l'aise. Oui, ça peut perdurer dans le côté désagréable. Et donc, effectivement, toutes ces situations du quotidien, là, en l'occurrence, quand le trouble est en plein essor, on va dire, là, ça devient impossible, quoi. Complet. Donc, on le dit, ça a petit à petit pris une ampleur considérable. Donc, 3 ans avec ce tag où tu étais devenue complètement dépendante à ce moment-là. Tu tentes des suivis, mais c'est vrai qu'entre le médecin qui te propose le Xanax, les thérapies classiques, ça ne te correspond pas. Et c'est ce qu'on retrouve souvent quand on a des profils haut potentiel, c'est qu'il y a une suranalyse de la thérapie qui est en train de se faire, de ce qu'a dit le thérapeute, et du coup, ça fonctionne pas. Ah, mais c'est ça, c'est que j'étais pas dans la posture de patiente qui vient chercher une écoute et une solution.
J'étais dans la posture de patiente qui vient écouter ce que dit le psy pour essayer de comprendre le sous-entendu de ce qu'il veut dire. Donc, j'ai essayé, fun fact, j'ai essayé le MDR, je me suis quasiment fait jeter du cabinet par le gars parce qu'en fait, j'étais là, mais vous vous foutez de ma gueule, en fait, avec vos bip-bip devant les yeux, là, faut arrêter de me prendre pour un jambon, quoi, Essayer de mettre du sens, en fait, à ce qui c'est se passe. C'est ça. Pareil, sur, tu sais, la fameuse TCC, j'ai essayé, aller voir mon psy toutes les semaines, 1 heure dans un bureau. Alors déjà, je faisais l'effort de sortir de chez moi pour y aller. Donc, waouh, tu vois, en fait, je crois que c'est le truc qui m'a le plus aidé dans la thérapie TCC, c'est de bouger mon cul jusqu'au cabinet du psy, tu vois. Mais ça m'a pas aidé de revenir sur mon passé parce qu'en fait, je sais pourquoi je suis comme ça aujourd'hui, pourquoi j'étais comme ça. J'ai vécu avec une mère pas sécurisante pour un sou. J'ai toujours été l'adulte. En fait, une psy à l'époque m'avait filé un bouquin qui s'appelait Parents immatures, enfants adultes ou un truc du genre. Et c'était tout à fait ça. Comment tu veux être sécurisé quand tu es adulte, quand tu n'as jamais eu de sécurité quand tu es enfant. Donc, j'ai pas besoin de 15 ans d'analyse pour comprendre qu'en fait, si je suis comme ça, c'est parce que j'ai grandi sans sécurité sur ce point-là. Et moi, j'attendais pas ça, en fait, d'un thérapeute ou d'une thérapie. Moi, je suis très action-réaction. OK, je sais ce qui va pas, j'ai pas besoin qu'on le décortique parce que je l'ai déjà auto-analysé. Maintenant, aide-moi à en sortir. Ce qui me semble important, par contre, c'est que tu as testé et que tu es restée ouverte à tout ça. C'est-à-dire que tu es restée ouverte à tout ça parce que ça marche quand on trouve le bon thérapeute qui nous correspond et la bonne méthode qui nous correspond. Et ben, ça fonctionne. Et que ce soit une TCC, de l'EMDR, peu importe, ça pourra fonctionner. Mais il faut tester pour ça et pour le savoir. Et donc, c'est ce que tu as fait. Ouais, j'ai toujours été au fait de, en fait, il n'y a personne qui va trouver la baguette magique. Voilà, j'ai fait des recherches. Je sais qu'il y a un panel de thérapies, de solutions, que ce soit dans le médical ou dans l'holistique, tu vois. En fait, je teste jusqu'à trouver le truc fait pour moi. Et de toute façon, je me disais, mais en fait, j'ai rien à perdre. Donc, allons-y, en fait. Donc, je teste des choses. Pendant quelques années, je teste des choses. Pendant toutes ces années, tu le dis, tu étais devenue experte à les cacher. C'est parce qu'il y avait une forme de honte ou de difficulté à en parler, même à ton entourage proche? Autant mon mari, du coup, à l'époque, il est au courant parce que forcément, au quotidien, c'était devenu ma béquille. Mon frère a été très au courant aussi et je me suis beaucoup reposée sur lui, tu vois. Mais mes amis et tout, je disais pas. Les gens de mon entourage, je disais pas. Dans le pro, je disais pas. Parce que j'avais à la fois cette honte de je vaux mieux que ça, tu vois, certainement. Une espèce d'ego, tu vois, l'ego qui parle en mode, voilà. Il faut dire aussi que je trouve que l'éveil aux troubles psy, aux troubles mentaux, est quand même dans la société générale relativement récent. C'est-à-dire qu'il y a encore, tu vois, c'est très triste à dire, mais il y a encore 3-4 ans de ça, dire que tu étais en dépression ou dire que tu étais bipolaire ou schizophrène amenait très peu de bienveillance, aussi bien dans les médias. Enfin, tu le vois, il y a la résurgence de, peut-être un peu grâce au Covid, j'en sais rien, tu vois. Mais maintenant, avoir un trouble psy n'est plus une honte, n'est plus forcément un handicap, et on ose le dire. Mais parce que ça vient avec un éveil des consciences collectives. Et dans mon petit microcosme, moi, de mon cocon à moi perso, quand ça a commencé du coup en 2017, pour moi, c'était encore quelque chose d'honteux, tu vois. Et il y a eu aussi ce travail-là de fait qui a concouru aussi à ma guérison, entre guillemets, c'est que j'ai arrêté d'en avoir honte. Ok, ça fait partie des paliers que tu as dépassés. Ouais, c'est ça. Donc, tu fais ces différents tests qui parfois te soulagent sur le moment, mais ne fonctionnent pas pour réellement sortir du trouble. Et tu m'as dit, il y a eu un moment en fait où il y a eu un espèce de déclic et où tu t'es dit, bon, en fait, je me rends compte que je me sens enfermée dans ma vie et là, je me sens prête il faut absolument que je trouve quelqu'un qui me correspond. Ouais, et puis j'en pouvais plus en fait de tester. Et puis à force, tu sais, par élimination, je me suis dit non, en fait, il faut quelqu'un qui fonctionne un peu comme moi, je peux fonctionner, tu vois, avec mes amis ou dans mon travail, ou voilà, c'est-à-dire pas quelqu'un qui va m'écouter en me tapant sur l'épaule en mode ma pauvre petite, il t'est arrivé tellement de galères dans ta vie, mais quelqu'un qui allait me foutre des énormes coups de pied au cul en fait, parce qu'à un moment donné, j'étais dans la plainte, j'étais dans l'auto-apitoiement.
Et du coup, alors, pour la petite histoire, donc tu la connais. En fait, je suivais à l'époque, sur Instagram, à l'époque, moi, j'avais un compte de décoration d'intérieur. Et je copinais avec une copinette Insta qui s'appelle Laure, qui elle aussi avait un compte de plus ou moins où elle parlait de déco aussi. On a commencé à copiner comme ça. Et en fait, il s'avérait que Laure, elle était psy et que j'adorais en fait l'énergie qu'elle avait, tout simplement. Quelqu'un de très cash, de pas du tout, qui, voilà, qui dans sa manière de s'exprimer semblait 100% humaine, tu vois, mais qui n'était pas dans ce truc qu'avaient parfois les psys de juste, voilà, t'écouter sans te donner le truc. Et en fait, je me suis dit, pendant que j'étais dans ce process-là, je lui ai posé la question, écoute, Laure, je cherche un psy sur Toulouse qui soit comme toi. Est-ce que tu as des contacts, des gens à me conseiller, des psys vraiment qui ont l'air d'être dans le je suis pas confortante, en fait, je suis là pour te faire avancer, quel qu'en soit le prix. Et Laure me dit, non, mais écoute, tu sais ce qu'on va faire, j'ai jamais fait ça, mais voilà, c'est pas un truc que je fais, mais on va te la faire, ta thérapie, c'est moi, si tu veux, je te fais ta thérapie. Là, je me dis, bon, bah allez, en plus, pratique, je sais pas sortir de chez moi, puisqu'elle habite pas dans la même ville que moi, on va la faire par téléphone. Et donc, on cale un créneau, tu vois, donc ce qui aurait pu être aujourd'hui les fameuses sessions en visioconférence qui sont rentrées dans les normes, ben, on est en 2019, je crois, un truc comme ça. Ben, Avant Covid. Voilà, avant Covid. Et donc, elle me dit, bon, alors voilà, explique-moi tout, Poulette. Donc, je lui explique un peu plus rapidement tout ce que je viens de t'expliquer. Et là, elle a une phrase qui a du coup été un peu le déclencheur. Elle me dit, OK, en fait, t'as un trouble anxieux généralisé. Ça, c'est l'étiquette bien visible au-dessus de ta tronche qui clignote. En fait, tu te sens juste enfermé. T'as une peur panique de l'enfermement. Et vu tout ce que tu me dis sur ta symptomatique, sur les choses que tu évites, sur les choses que tu mets en place au quotidien, en fait, ça me dit, t'es juste bonne à enfermer. Tu t'en rends compte. Là, je me dis, waouh, pardon, tu vois. Donc, sous-entendu, un internement en hôpital de psychiatrie. Oui, c'est pas enfermé, voilà, dans ma chambre avec ma télé et mes bouquins, quoi. T'es bonne à, en fait, ouais, t'as un vrai problème psy et en fait, là, t'es bonne à enfermer. Alors, elle me le dit pas dans un sens, je vais déclencher un truc ou va en acheter. Elle me le dit, et je le sais maintenant avec le recul, pour me faire prendre conscience d'à quel point la gravité, à quel point j'ai laissé tout ça aller trop loin, quoi. Pas parce que j'ai pas voulu, parce que j'ai essayé de faire des trucs, mais qu'en fait, tout ce que je fais juste pas les bonnes choses pour moi. Tu vois, j'essaye de faire des thérapies, sauf qu'elles sont pas pour moi. Et puis surtout, à un moment donné, je comprends par ces mots-là que je peux essayer de rejeter la faute sur tout le monde, en dire non, mais ça, je suis angoissée parce que mon mec, en fait, comme il en fait pas assez à la maison, tu vois, je suis angoissée parce que tout repose sur mes épaules. Mais en fait, non, je suis la seule personne qui peut me sortir de là où j'en suis arrivée. Et si je suis là aujourd'hui, c'est de ma faute. Je dois prendre la responsabilité. On peut mettre en relation toutes les merdes extérieures qui me sont arrivées. À un moment donné, tu as des gens à qui il arrive des malheurs, des drames énormes. Ils finissent pas en HP pour autant. Ils sont pas plus forts, ils sont pas plus résilients, ils sont pas tout ce que tu veux. C'est juste des gens qui, à un moment donné, prennent la responsabilité de leur vie, de leurs actes et de leurs pensées et je pense, hein, tu vois, qui font ce qu'il faut pour que ça aille parce que putain, t'es plus une gamine de 6 ans, quoi. Je pense que c'est comme quand on dit à un alcoolique, arrête de boire. Tu vois, bah, tant que l'alcoolique n'a pas décidé vraiment qu'il allait arrêter, tu peux lui faire toutes les cures du monde, tu peux lui faire les interventions du monde, tant que ça part pas de lui, ça bougera pas. Tout à fait. Tu vois. Pour la petite anecdote et pour la citer quand même, si tu es d'accord, c'est que Laure, elle a commencé par un compte déco, mais finalement, au moment du Covid, son cabinet fermant, elle a ouvert un compte psy sur Instagram qui cartonne et qui s'appelle aujourd'hui Louf Coaching. Donc maintenant, elle est coach essentiellement. Et si vous aimez les côtés cash et sans détour, allez-y, les yeux fermés. Vous ne serez pas déçus. Ok, donc là, il y a ce déclic et tu me dis à ce moment-là, c'est en changeant ma vie et en osant affronter ce qui me terrifiait le plus que j'ai réussi petit à petit à sortir du trouble. Ouais, alors il y a, tu sais, une part vraiment très basique. En fait, Laure m'a filé des exos, tu vois. Donc en fait, je me suis exposée, tu vois, à ma peur, tranquillement. Donc je me revois à faire un truc tout con, hein. Je sors de chez moi, je vais à l'arrêt de bus, j'ai pas besoin d'aller chercher ma fille, c'est pas l'heure, mais j'y vais. Je sors de chez moi, je vais me balader à 100 mètres, je reviens,
Tu vois, enfin, du renforcement, un peu comme avec les chiens, tu vois. Oui, il y a une idée comme ça. Et du renforcement positif. Mhm. Et voilà, donc je commence à me confronter au truc en me mettant une espèce tu vois, genre de grille de choses à faire. En mode, bah voilà, la première chose à faire, c'est ça. Et puis chaque jour, je rajoute une couche, en fait, dans mon truc. Je travaille aussi sur moi, tu vois, sur me dire que ça va aller, que je peux être ma propre sécurité, machin. Et puis au final, je me rends compte en faisant après, je pense aussi que l'âge, tu vois, fait que quand tu arrives dans la trentaine, c'est un peu le moment où tu fais un peu le point sur ce que tu es devenu par rapport à l'enfant que tu étais et à celui que tu voulais devenir. Et je fais un état des lieux de ma vie, en fait. Je me dis, bon, bah, en fait, je me sens enfermée. Je me sens enfermée, mais par rapport à quoi? Parce que je suis une femme libre, tu vois, j'ai pas de. Alors oui, j'ai un crédit encore sur 24 ans à la banque, tu vois, enfin, la vie fait que tu es forcément enfermé. Il n'y a personne qui est totalement libre, à part vivre dans la nature sans aucune monnaie et obligation. Donc en fait, je fais un état des lieux de ma vie et je comprends que je peux faire toutes les thérapies du monde. Si moi, je mets pas en place des choses pour que ma vie me convienne, ça n'ira jamais. Tu vois, je me rends compte qu'il y a des pans de ma vie qui font que je suis pas heureuse ou je suis pas satisfaite. Et en fait, je commence petit à petit à tricoter ma propre méthode. C'est-à-dire que pour moi, au final, le trouble anxieux, c'est pas juste pas ça, tu fais une thérapie, ça va aller. C'est pas ça, tu fais une thérapie, ça t'aide à toi faire ton travail perso pour en fait identifier ce qui bloque. Et après, tu te sors les toits du cul pour faire en sorte que ça aille mieux. Ok. Et donc, là, tu mets en place tout un tas de choses qui vont te faire littéralement changer de vie. Et tu disais aussi, effectivement, approfondir l'hygiène de vie au quotidien et la connaissance de toi, Ouais. qui sont deux autres choses qui t'ont aidé. Ben, en fait, pour le coup, le Covid a été le deuxième déclencheur pour moi. Parce que du coup, je me suis retrouvée enfermée à la maison. Donc, c'était très, très confortable. Et oui, ça a fait flamber pas mal de troubles d'ailleurs après coup, quand il a fallu Bah, ressortir. moi, ça l'a éteint. Tu vois. Parce que je me suis retrouvée du jour au lendemain à ne plus avoir à éviter. Mais en fait, ça a duré quoi? 10 semaines, je crois, le confinement, un truc comme Je sais ça. plus. Ouais. Et ça a été les 10 semaines, au final, avec le recul, où j'ai le plus bougé de toute ma vie. Voilà, alors que j'étais enfermée à la maison. En fait, en enlevant la notion d'obligation, de responsabilité et d'évitement, je me suis retrouvée déjà au tout début du confinement très zen, chose qui ne m'était pas arrivée depuis très longtemps, parce que j'avais plus à penser aux obligations du quotidien qui me mettaient face à mes difficultés. Et en fait, j'ai abordé le début du confinement, je me posais la question, alors je dis pas qu'il faut faire comme moi, chaque cas est différent. Mais moi, avant le confinement, ça faisait quand même déjà quelques mois que je m'étais rendu compte que mon mariage n'atteignait pas, enfin disons que ne m'apportait pas ce dont je rêvais pour ma vie de femme. Voilà. Voilà, tu vois, t'as le truc idéal, alors tu n'es pas perfectionniste au point de vouloir l'idéal et plus, mais un minimum, quoi, tu vois. Et moi, ça fait déjà quelques mois que je me rendais compte que c'était aussi peut-être une des facettes de mon enfermement, c'était que j'étais plus heureuse dans mon couple et que j'étais quand même mariée avec cet homme-là, on avait un enfant ensemble, on avait un crédit immobilier ensemble, et que du coup, toute ma vie reposait sur quelque chose qui m'enfermait, mais qui ne me satisfaisait plus. Et donc, j'aborde ce confinement à la fois dans le soulagement total de ah putain, ça me fait des vacances quoi sur les obligations. Et d'un autre côté, ouais merde, en fait, je me retrouve enfermée à la maison H24 avec mon mari que je pense sérieusement à quitter quoi. Ouais. Et voilà, c'est pas évident. Et je pense qu'on a été énormément dans ce cas-là à se retrouver. Il y a énormément de couples qui se sont séparés pendant et après. Et ben moi, voilà, j'ai fait partie de cela. Et très, très vite, au bout de quelques jours, en fait, comme si l'accalmie m'avait permis, tu vois, de suite faire le switch, je lui ai dit, en fait, c'est fini, quoi. Okay. Et du coup, j'ai passé les 8 semaines suivantes à prendre soin de moi. Il n'y avait plus le boulot. Parce que moi, j'ai perdu, à l'époque, je bossais surtout pour des commerçants, du commerce physique ou des centres de formation. Donc, en fait, du jour au lendemain, moi, j'ai perdu 90% de mon taf. Donc, en fait, j'avais plus le boulot à m'occuper. Je savais que j'allais divorcer dans les mois à venir. J'avais plus à gérer les obligations de sortir de chez moi. La seule chose que j'avais à gérer pendant les 10 semaines, c'était moi et ma fille. Et du coup, pendant 10 semaines, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais fait de ma vie, tu vois.
Genre, j'ai commencé à faire du sport. Alors que depuis des années, j'étais celle qui disait non, mais moi, jamais de ma vie, je transpire, je déteste transpirer. Enfin, non. En fait, j'ai commencé à faire du sport. J'ai toujours aimé cuisiner. Bah, du coup, là, j'avais enfin du temps pour recuisiner, machin, tout ça. En plus, comme on pouvait sortir faire les courses, mais pas trop. Donc, c'était bien. C'était mon mari qui allait. Hein. On n'avait pas déconné. J'allais pas y aller en pleine pandémie avec le risque de choper une mère qui, à l'époque, on savait pas si on allait survivre, tu vois. Donc, en fait, j'ai eu du temps pour me mettre au sport. J'ai eu du temps pour cuisiner, manger plus sainement. J'avais du temps pour moi, pour l'humaine, tu vois, pour lire, pour juste être posée. Alors, je suis pas très branchée méditation, tu vois, mais juste être posée. Tu vois, j'ai beaucoup passé de temps dans mon jardin, dans mon hamac, avec mes écouteurs sur les oreilles et des podcasts. Et j'ai commencé à faire ce travail, tu vois, en fait, tout ça ne me définit pas. Et oui, très important. Je ne suis pas définie par mon trouble. C'est ça. Et j'ai retrouvé, en fait, tu vois, je te disais tout à l'heure, pendant les 3 ans, les 3 premières années de vie de ma fille, ben, j'étais pas là, tu vois, j'étais genre un fantôme. Et en fait, là, je me suis retrouvée en condensé sur 10 semaines à recoller les pièces du puzzle de qui j'étais. Tu vois, je savais que mon mariage était fini et que j'allais en sortir. Et ça faisait peur parce que ça voulait dire, OK, il y avait toute la logistique, vendre la maison, annoncer le divorce à la petite, mais aussi me retrouver seule. Pour quelqu'un qui a un trouble anxieux généralisé et qui est totalement dépendant de l'autre, c'est hyper compliqué. Mais d'un autre côté, j'avais ce truc, en fait, ce sera fait. Je pourrais plus me défiler, en fait, j'aurais pas le choix. Et d'ailleurs, Laure, à l'époque, je lui dis, non, mais Laure, par contre, je lui dis, je l'ai fait parce que c'était devenu une question de survie. Mais comment je fais si demain, j'ai une crise de panique, un soir, dans 6 mois, quand je serai dans mon appart avec ma fille, elle me dit, mais t'en feras pas. Je dis, ouais, mais tu peux pas en être sûre. Elle me dit, non. Mais là, tu as pris la décision que toi, tu allais faire ce qu'il faut pour être ta personne de sécurité et la personne de sécurité pour ta gamine. Donc, en fait, ça va aller. Enfin, c'est même pas une question, en fait. Ça va aller. Et en effet, ça a été. Ça n'a pas été facile. Ça a été source, pas de crise de panique pour le coup, de stress, tu vois, d'angoisse. Qui est parfaitement normal, hein, des changements aussi importants à quiconque ça procure du stress. C'est ça. Et voilà. Et petit à petit, en fait, je me suis retrouvée moi et j'ai changé. Tu vois, on dit que les gens ne changent pas, mais en fait, si, les gens changent. Mes priorités ont changé, ma manière de voir les choses ont changé. Et voilà, et petit à petit, j'ai mis en place des choses qui sont bonnes pour moi. Ok. Ça a changé dans un sens, tu dirais, plus léger, plus optimiste qu'à l'époque? Alors, pas léger ou optimiste, tu vois, mais dans le temps que j'accorde à mon bien-être à moi. Ouais, tu vois. Je me repositionne au centre. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai passé du coup 6 ans à être tout pour ma fille, par exemple. En fait, maintenant, je sais que pour être une bonne mère, il faut que la bonne mère fonctionne. Donc, il faut qu'elle puisse prendre du temps pour elle. Et donc, parfois, je dis à ma fille, non, maintenant, c'est le temps pour maman. J'ai besoin de lire, j'ai besoin d'aller faire du yoga, j'ai besoin juste d'écouter un peu de musique, que tu me laisses tranquille 30 minutes. Dans 30 minutes, je reviens, on fait à manger ensemble, on fait ce que tu veux. Mais là, j'ai besoin de temps pour moi. Et c'est aussi en apprenant à mettre ces barrières et à me revendiquer, en fait, mon temps. Comme je te disais, le tag était le panneau lumineux au-dessus de ma tête. Mais en fait, c'est ce qu'il y avait derrière. Et ce qu'il y avait derrière, c'était pas ma mère bipolaire, les problèmes de santé, machin. Ce qu'il y avait derrière, c'est juste que moi, je n'existais plus en tant qu'être humain et que j'étais complètement enfermée dans ma vie parce qu'en fait, j'étais plus du tout actrice de tout ça. Que je répète sans cesse, et là, on en voit la force, c'est prenez soin de vous pour prendre soin de vos proches. C'est ça. Les 2 dernières questions. Est-ce que tu as une idée de ce que ça a renforcé ou fragilisé chez toi, ce parcours? Maintenant, tu vois, donc j'ai refait ma vie. Je suis avec un nouvel homme. Et du coup, c'est vrai que je suis rentrée déjà dans cette relation en étant beaucoup plus réaliste sur ce qui j'étais. Tu vois, j'étais pas dans je monte la meilleure version de moi-même. Je suis comme ça, en fait, avec des failles psychologiques. Tu vois, j'ai plus peur déjà de le cacher. Et mon mec, du coup, me dit souvent, mais en fait, t'es super forte comme femme. Et je pense que ça, au global, ce parcours avec de mon enfance à mon trouble anxieux et à sa semi-sortie, ça a renforcé ma force parce que je sais que en fait, je peux traverser des trucs durs. Tu vois, je peux
Tout sera pas forcément toujours facile. Mais shit happens, ok, on les prend et on les gère quand elles arrivent, quoi. Ça me fait penser à une phrase que je disais à un petit garçon qui était dans mon cabinet qui souffre justement d'un trouble anxieux et qui me disait qu'il aimerait être plus courageux. Et je lui disais, moi, je trouve que tu es extrêmement courageux parce que pour vivre avec de l'anxiété comme ça au quotidien, il faut l'être. Et oui, c'est ça. Donc, je pense que, en force, tu vois, en truc positif, il y a ce truc où, au final, je me rends compte que, puis, tu vois, j'en ai sous le coude, en fait. Tu vois, si j'ai réussi à me sortir de ça. Donc, en fait, j'ai des ressources, tu vois. Donc, je suis déjà beaucoup plus dans en fait, je peux être ma propre sécurité. Et après, en négatif, voilà. C'est pas vraiment du négatif. C'est que du coup, ça m'a aussi amené une connaissance de moi, au final, de ce dont j'ai besoin, de ce dont je n'ai pas besoin. Enfin, j'ai fait un énorme tri, par exemple, si tu veux, dans ma vie sociale. Des gens qui étaient dans ma vie depuis le début de la vie d'adulte, donc depuis 10, 15 ans, en fait, aujourd'hui, ces personnes-là, elles sont sorties de ma vie. Donc, j'ai perdu des gens en cours de route. J'ai perdu même du business parce que j'ai arrêté de faire certaines choses en termes de job qui me convenaient plus, qui répondaient plus à mes envies, à mon éthique personnelle. Et j'ai appris à dire non aussi. Ça, c'est quand même vachement bien. Et voilà. Et je sais qu'aujourd'hui, si tu veux, ça fera toujours partie de moi. Parce qu'il ne faut pas rêver, hein, tu vois, c'est pas, comme je disais, c'est pas une question de baguette magique. C'est pas fini à 100%. On dira, j'ai plus de tag aujourd'hui, mais je suis encore quelqu'un à qui il arrive de faire des crises d'angoisse. Et c'est pas grave. Je fonctionne. Et il y a toujours des situations qui me posent problème. Mais après, voilà, c'est quand même je pense pas que tu sortes d'un truc comme ça au stade où moi j'en étais. Tu sors pas de ça en 2 mois, en 10 semaines de confinement Covid. Il faut des années. Et il y a des choses qui nécessitent plus de travail, plus de temps, plus de confiance. J'en ai fait un post, c'est Christophe André qui disait ça, les 3 phases de l'anxiété, où il disait qu'il y avait la phase de résistance, où on est vraiment en combat et où on obéit à toutes ces injonctions constantes de faire attention à tout, etc. Ensuite, il y a la phase de coexistence. On comprend qu'on ne pourra pas la supprimer entièrement, cette anxiété. Il faudra vivre avec elle, s'accommoder de sa présence, en prenant soin de ne pas la laisser conduire notre vie. Et puis, il y a une 3e phase, la transcendance, peu à peu, après lui avoir résisté, à force d'affronter la vie malgré ses mises en garde, on en arrive à une coexistence pacifique avec elle et on finit même par lui trouver des qualités. C'est ça. Donc, effectivement, elle ne disparaît jamais complètement, mais on apprend à vivre avec. C'est ça. Et puis, on apprend petit à petit à s'exposer, en fait, aux choses qui nous angoissent. Et puis, on apprend surtout, et je pense que c'est hyper important, on apprend à en rire. Et moi, un truc qui a été hyper game changer, en fait, tu vois, dans mon parcours, c'est que, du coup, pendant des années, j'en ai eu honte. Personne ne savait. Aujourd'hui, j'en parle. Voilà, potentiellement, tu vas balancer ça sur ton compte Insta. On va pouvoir me relier parce que forcément, je suis identifiée, identifiable. Donc, on va savoir, tu vois, même mon image professionnelle, les gens qui me suivent en professionnel, mes clientes vont savoir. Ça me pose aucun problème. Okay. Ça me pose aucun problème. Et au contraire, si je peux inspirer ne serait-ce qu'une personne, tant mieux. Et tu vois, du coup, j'en ai plus honte. Et surtout, maintenant, j'en rigole. J'en ris. C'est-à-dire que je sais, alors aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi c'est ces 2 trucs-là qui me sont restés. Alors, typiquement, quand je suis fatiguée ou que je suis à l'approche de mes règles, tu vois, j'ai ce truc c'est normal, hein, c'est le cycle féminin, tu vois. J'ai ce truc je me sens très vulnérable et typiquement aller faire les courses toute seule à l'approche de mes règles, ça reste encore assez compliqué. C'est-à-dire que faire les courses, ça va, tu vois, j'ai mes écouteurs dans les oreilles, j'écoute un podcast, j'ai trouvé c'est pas de l'évitement, j'ai trouvé la recette pour que ça se passe bien pour moi. J'en avais pas besoin il y a 15 ans, j'en ai besoin aujourd'hui, peut-être que j'en aurais pas besoin dans 15 ans, mais à la limite, c'est pas grave. Par contre, voilà, j'ai toujours un peu de mal à faire la queue quand il y a beaucoup de monde au supermarché et que je suis toute seule, ok. Et par contre, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive toujours pas à prendre cette putain d'autoroute. C'est un truc, je ne sais pas. C'est resté comme ça. Alors, autant avant, aller me balader, machin, toute seule, c'était même pas envisageable. Maintenant, je peux partir 1h30 dans les champs, courir, me balader avec mon chien, ça ne me pose aucun problème. Alors que je suis plus vulnérable. Je suis dans un champ, perdu au milieu de nulle part, mon téléphone ne passe pas, je pourrais me faire égorger par le premier perdu. Voilà, mais ça me pose plus de problème.
Par contre, prendre l'autoroute dans une voiture récente qui fonctionne bien, sachant que j'ai le permis depuis que j'ai 19 ans, donc depuis 15 ans, donc je sais conduire, bah ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que je monte dans la voiture, je suis sur l'autoroute. Tu peux pas sortir dans une autoroute, tu vois, tu peux pas t'arrêter au bord de la route. Tu as la bande d'arrêt d'urgence, mais c'est peut-être pas trop conseillé, tu vois. Il y a cette notion de pouvoir sortir de là où on est à tout moment. Et sur l'autoroute, effectivement, c'est pas si facile que ça. Voilà. Donc, l'autoroute, je ne la prends pas, tu vois. Mais c'est OK. Mon mec est au courant. J'ai réussi la dernière fois avec lui, quand même. En tant que passagère? Non, comme passagère, je le prends sans souci. Moi, tant que je conduis pas, il n'y a pas de souci. OK, c'est juste c'est en tant que conducteur. J'ai réussi à conduire sur l'autoroute. Okay. Et il en rigole, tu vois, c'est pas un problème. Et moi, j'en rigole. Je dis, non, mais tu sais bien que je vais certainement pas prendre l'autoroute, chérie. Je conduis pas sur autoroute. Il me dit, non, mais quand même, Popo, 34 ans. Ouais, mais ça, non, en fait. Ça, j'ai pas. J'estime qu'aujourd'hui, c'est pas un problème dans ma vie. Ouais. C'est pas grave. T'as des gens qui ont peur des araignées. Ben, moi, j'ai peur de prendre l'autoroute. On va pas en faire un caca nerveux. Le jour où j'aurai envie, où je me sentirai prête, je le ferai. Et donc, premier enseignement, ne plus en avoir honte. Et deuxième enseignement, si je peux me permettre, être sa propre meilleure amie et être bienveillante avec soi-même. Très important. Et on le dit d'ailleurs, parce que tu le disais, que ce qui t'avait aidé, c'était t'exposer au fur et à mesure au niveau comportemental et puis au niveau des pensées aussi, changer ça. Et en fait, on a tendance à être notre pire ennemi, donc devenir sa meilleure amie peut aider de temps en temps. Ouais. Souvent même. Bon, bien, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué, que tu aurais à dire en plus? Ben ouais, peut-être l'intérêt du coup de s'intéresser au développement personnel et à la psychologie, en fait, tu sais, de sortir un peu du mode panique. Tu vois, moi, je sais que quand j'étais en mode panique, je testais tout. Je faisais de la cohérence cardiaque, de la méditation, tout ce que tu veux. Et que parfois, en fait, on peut avoir tendance à prendre les outils, à se dire que c'est la bouée qu'il nous faut. Et en fait, moi, je sais que chez moi, ce qui a le mieux marché, c'est justement d'arrêter tout ça. D'arrêter, tu vois, je me suis foutu la paix, en fait. C'est un ami à moi qui m'a dit, non, mais c'est quand tu te fous la paix et que tu arrêtes de te taper sur la gueule, en fait, en permanence. Et de me foutre la paix, de faire des choses pour moi, d'arrêter de réfléchir, de bosser sur mon développement personnel en tant qu'humaine. Pas en faisant de la cohérence cardiaque, en faisant de la méditation, mais en bossant sur qui je suis, ce que je veux. C'est ça, en fait, qui m'a aidée. Mais parce que ces outils, ils viennent appuyer quelque chose si on est en phase avec soi et que c'est ce qui nous fait du bien. Mais si on commence par ces outils alors qu'on n'est même pas en phase de qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on veut, effectivement, ça ne marchera pas. C'est ça. C'est le bon outil au bon moment, quoi. Ouais, tout à fait. Merci énormément pour tout ce témoignage, parcours hyper riche qui, je suis sûre, en inspirera quelques-unes qui l'écouteront. Je l'espère, en tout cas, c'est le but. Et ma foi, est-ce que tu veux dire où tu en es aujourd'hui? Donc aujourd'hui, si vous voulez qu'on en discute, parce que voilà, je vais vous donner le lien de mon compte pro, mais je suis totalement ouverte au fait d'en discuter s'il y a des gens qui ont besoin d'en parler. Parce que moi, je sais aussi que de voir d'autres personnes qui en parlent, ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc, il n'y a aucun souci pour que vous me suiviez ou que vous m'envoyiez un message. Là où je suis la plus active, c'est sur Instagram. Tu mettras dans le lien, comme ça sera plus simple à dire, c'est @cheer.end.rock. C'est un compte pro, mais si tu as besoin de venir en parler à titre perso, c'est avec grand plaisir. Eh bien, merci pour elle et merci pour ça. Avec plaisir. Je souhaite une belle continuation et puis à bientôt. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous appréciez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite, en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en laissant un avis. Je vous dis à très vite pour une vie plus zen au quotidien.